Eh bien, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Olivier Gait, gérant et fondateur de la société VRMS. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui chez nous à Perpignan, dans le sud de la France, pour cette session du FME World Fair organisée par VRMS. Je serai accompagné aujourd'hui de Jordi Gébert, qui est responsable de notre pôle FME. Bonjour Jordi, tu es là? Oui, bonjour Olivier et bonjour tout le monde. Alexandre Roy sera également à nos côtés, mais dans les soutes du navire, dans les cales, en régie, il va s'occuper de la technique. Je ne sais pas si vous allez le voir peut-être tout à l'heure. Avant de vous présenter le programme, je voudrais vous dire un petit mot sur notre société. Voilà, pour nous présenter. Donc, VRMS est une société française spécialisée dans la distribution de FME. Nous sommes Platinum Partner de Safe Software. Nous sommes également consulting partner d'AWS. Une de nos spécialités, c'est le développement d'extensions et d'applications pour FME. Alors, nous développons des extensions pour le marché français. C'est le cas pour l'extension Magic et PCRS. Et puis, l'extension à vocation plus généraliste, c'est le cas de Graph Builder, dont je vous parlerai tout à l'heure. Parmi les applications que nous développons pour FME, on peut citer GTF, qui permet de partager des traitements FME sur Internet, sur le web. Caligeo, qui est une application dédiée au contrôle qualité de données, notamment géographiques. Et puis à signaler un outil de test qui permet de tester le bon fonctionnement des projets FME. Cet outil s'appelle AirTest. C'est un outil qui est libre, qui est diffusé de manière open source, dont la version 2 va apporter pas mal de changements, qui sera disponible assez rapidement. À noter que c'est cet outil AirTest qui a été utilisé pour vérifier le bon fonctionnement des deux applications que vous verrez au cours de cette matinée. Pardon. Concernant le programme du jour, nous avons décidé de présenter deux sujets un peu techniques sur des problématiques générales ne concernant pas spécifiquement le marché français. Tout d'abord, Jordi Gibert nous parlera de synchronisation de bases de données hétérogènes. Et puis, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous parler de la production de synoptiques avec FME, avec une extension qui s'appelle Graph Builder. Nous avons prévu de faire beaucoup d'autres présentations durant la conférence française des utilisateurs de FME. Donc, c'est le grand événement autour de FME pour la communauté française. La version 2021 se tiendra sur 3 jours et sera consacrée à 3 thèmes. Télécom et réseau d'un premier temps, puis collectivité locale et sécurité civile. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire et participer gratuitement à cet événement. Voilà pour l'introduction. Je laisse la parole à Jordi Gibert pour notre première présentation et je vous retrouve dans 20 minutes. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette présentation sur la synchronisation de bases de données hétérogènes et multisites. Je commence par me présenter. Je suis Jordi Gibert et je suis le responsable de pôle FME à VRMS. Pour cette présentation est issue de l'expérience que nous avons pu acquérir au cours des différents projets où on a été confronté à la réplication des données et à la synchronisation des bases de données. Pour cette présentation concrètement, je vais me centrer sur l'étude qui est encore aujourd'hui actuellement en cours, déjà dans la phase finale des tests, mais l'étude qui est en cours, comme j'ai dit, pour l'entente des valeurs, qui est un regroupement de collectivités et des centres de sécurité civile pour la lutte contre les incendies et les risques naturels. Je tiens à remercier les responsables de l'entente qui nous ont permis et qui nous ont donné l'autorisation de présenter leur cas d'étude, qui sera présenté de façon plus détaillée lors de la conférence utilisateur FME française qui s'étendra le 22 juin. Alors, le contexte de l'étude est le suivant. On a donc les différents organismes de l'entente de valeurs qui partagent des données. Et ces bases de données sont partagées à partir des différentes bases de données qui sont hétérogènes en ce qui concerne leur format. Donc, on peut retrouver des bases Postgres, mais aussi des bases Oracle. Et aussi, elles sont hétérogènes pour les restructures, d'accord, différents modèles de données. Ça veut dire qu'une table
dans une base de données, je peux la trouver dans une autre, mais répartie dans de différents schémas ou de façon différente, avec une structure d'attributs différente. Dans ces contextes, donc, les organismes partagent des données qui sont mises à jour fréquemment, donc même 2 fois tous les jours. Donc, souvent, actuellement, ils sont obligés à faire des extractions pour les envoyer aux autres organismes et qu'ils fassent les mises à jour. En fait, cette fréquence, cette opération en fonction de la fréquence, ça peut créer, donc il y a des délais où les données de différentes bases de données, donc elle n'est pas exactement la même. D'ici, les besoins de la synchronisation automatique à temps réel ou à très faible décalage. Bien sûr, cette synchronisation, elle doit être faite pour garantir la cohérence des données et aussi, il faut bien sûr garantir le maintien de la sécurité des différents sites. Donc, pour la présentation de la solution mise en place, je veux tout d'abord vous parler de l'architecture mise en place. Ensuite, des différentes procédures de synchronisation qu'on a prévues. Je vais vous présenter 3 concepts qui sont sous base table FIF ou base de synchronisation. C'est des concepts propres à notre solution, mais qui sont importants aussi pour comprendre comment fonctionne la solution. Je vous vais présenter rapidement les traitements FME. Et pour finaliser, je vous parlerai de la limitation de la solution. Concernant l'architecture, donc, on a une architecture en forme d'étoile. Et on retrouve ici dans les schémas, il y a 4 bases, mais bon, il peut y avoir un nombre variable de bases, ça importe. Donc, et toutes les bases de données jouent un même rôle. Donc, dans ce cas-là, on trouve un site 1, 2, 3 et 4. Et comme on voit, on trouve de Postgres et d'Oracle. Elles jouent tout un même rôle. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que, par exemple, une table du site 1 peut être origine d'une synchronisation qui peut aller à alimenter une table du site 3 et du site 4. De la même façon, une table qui se trouve dans le site 2 peut aller alimenter une table de site 3 ou une table de site 1. Donc, en fait, finalement, toutes les bases de données peuvent être origine ou destination d'une synchronisation. Pendant la présentation, vous allez m'entendre parler de table origine, table destination. Ça veut dire origine, c'est la source de la synchronisation. Et bien sûr, la destination, c'est les tables qui sont alimentées par cette table source. Et les différentes bases de données, elles sont pas connectées, d'accord? Et elles sont mises en relation, par contre, par un réseau public. Dans ce cas, c'est le cloud AWS. Et les connexions entre ces clouds et les différents sites est faite par VPN. Et dans le noyau central, FMS Server assure les échanges. Les procédures mises en place, on en a prévu 2. Il y a une première synchronisation qu'on appelait à froid, que c'est la synchronisation pour initialisation de service. En fait, c'est là, elle consiste en, je prends le contenu d'une table et je le verse par une table destination. Ça veut dire quoi? Que pour initialiser le service, moi, tout d'abord, je dois créer une copie de la table source et j'exécute la synchronisation à la fois et toute la donnée de la table source est copiée sur la table destination. Cette synchronisation, elle est exécutée de façon manuelle via l'interface de FMS Server. La deuxième procédure, c'est la synchronisation à fois, que celle-ci, c'est la mise à jour régulière d'une table en appliquant toutes les modifications dérivées du travail avec la base de données. Donc, celui-là, elle s'exécute à des intervalles réguliers et elle est exécutée automatiquement par une planification de FMS Server. Pour vous montrer plus en détail ce que c'est ces 2 procédures. Tout d'abord, bon, ça, c'est la synchronisation à froid. Donc, on a FMS Server qui se déclenche manuellement, comme on a vu. Il va aller lire la base d'origine, les tables qu'il y a sur le site A, et en fait, il va par requête il va contacter la base de synchronisation que je vous présenterai tout à l'heure, mais c'est la base qui contient tout le mapping
d'origine vers destination. Et une fois fait les mappages, donc il peut aller écrire et remplacer les contenus de la table destination. La synchronisation à chaud, elle est un peu plus complexe. Tout commence par le travail d'un opérateur. Alors, cet opérateur, il travaille directement sur la table source. Alors, les modifications qu'il réalise déclenchent, il y a un trigger qui est prévu sur la base de données. Donc, ce trigger-là, ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre toutes les modifications dans une table qu'on a appelée FIFO. Je vous présenterai aussi tout à l'heure, tout de suite, un peu avec plus de détails, ce qui est la table FIFO. Donc, on va enregistrer les modifications temporairement sur la table FIFO. Il y a FMS Server qui se déclenche, qui va lire dans la table FIFO les modifications apportées. Il y a aussi la base de synchronisation qui rentre en jeu, donc qui permet de faire les mappings les mappages de la table origine vers la table destination et va apporter les modifications sur la base destination. Ensuite, une fois apporté la modification sur la base destination, l'enregistrement, il va être effacé de la table FIFO. Alors, je vais vous parler dans les sommaires sur 2-3 concepts. Le premier, c'est la sous-base. La sous-base, c'est un ensemble de tables d'une même base de données destination, d'accord, qui sont mises à jour par une même masse mère. Ces tables, elles appartiennent toutes à une même base de données, mais peuvent être réparties dans plusieurs schémas. Et sont la unité de mise à jour à synchronisation et unique paramètre des bases des traitements de synchronisation, soit fois ou chaud. Pour y voir plus clair, en forme de schéma, je vais vous présenter. Donc, imaginons qu'on a deux bases origines, la base 1 et la base 2, et une base destination. La base origine 1 contient 4 tables, de 1 à 4. La base origine 2 contient la table 5 et 6. Et dans la base destination, on retrouve des tables qui vont de A à G. Imaginons que les tables A, C et B sont mises à jour par les tables 1, 3 et 4 de la base de données origine 1. Donc, ça constitue une sous-base. Donc, un ensemble de tables qui sont mises par des tables qui appartiennent à la même base de données origine. Et ensuite, on pourrait retrouver aussi dans la même base de données une table D, c'est une table de travail qui ne fait pas partie du système de synchronisation, mais on pourrait trouver aussi deux autres tables qui sont mises à jour par la base de données origine 2, donc ça constituerait une deuxième sous-base. C'est pour ça que ça, c'est la unité de synchronisation. C'est le paramètre unique de traitement de synchronisation. En fait, quand je déclenche un traitement, je vais appeler une sous-base. Donc, avec ça, je vais savoir que je mets à jour ces trois tables-là. Mais la synchronisation de ces deux-là, elle reste inchangée. Donc, ça fait que je peux agir au niveau de la sous-base. Concernant la table FIFO, on a vu la table FIFO, on enregistre temporairement les modifications que j'ai fait pendant que je travaille sur la base origine. Elle est alimentée, comme j'ai dit tout à l'heure, par un trigger. Donc, ce trigger-là, il va déclencher à chaque mise à jour, soit insert, update ou delete. Elle fonctionne comme un fil d'attente. Et d'ici son nom table FIFO, c'est l'acronyme de First In, First Out. Ça veut dire que la première modification que je vais faire, elle va enregistrer tout en haut de la table, la deuxième ensuite, la troisième ensuite, et elles vont être traitées par FME dans cette même ordre-là, une par une et dans cette même ordre-là. Les structures de la table FIFO, donc, je trouve tout d'abord un identifiant, ensuite un champ qui va enregistrer l'opération qu'on a réalisée, soit insert, update ou delete. Ensuite, on va voir le nom de la base de données destination, où il y a la table que je dois synchroniser. Et on va trouver le nom de la table source. Ensuite, un champ data, où ici, on va stocker toutes les données attributaires de la table, de l'entité que j'ai mise à jour, donc au format JSON. Donc, le trigger est traduit aussi
tous les attributs au format JSON. Ensuite, je vais trouver un autre champ, la géométrie au format WKT et deux attributs pour stocker la date et l'utilisateur qui a fait la mise à jour. Et pour finaliser, donc, la base de synchronisation que celle-ci permet de faire le mapping. Cette base de données, elle va contenir toutes les données nécessaires pour faire le mapping de données origine-destination. Donc, traduire les structures de la base origine à les structures de la base destination. Pour cela, donc, on trouve 4 tables. Une première qui s'appelle, on appelait database, donc, qui contient le nom de la base de données, son format, Postgres, Oracle. Le nom de la connexion nommée, c'est le nom de la connexion nommée que FME va utiliser pour la connexion et l'accès à la base. Et ensuite, le nom de la table FIFO qui permet à stocker les données temporairement. Ensuite, on trouve une deuxième base, avec une deuxième table appelée sous-base, où on va trouver les couples de bases de données à synchroniser. Donc, on trouve un nombre de sous-bases et un nombre de bases d'origine et un nombre de bases destination. Ensuite, une troisième table appelée table mapping qui permet de définir le couple de tables, donc table origine et table destination. Et pour finaliser, pour le mapping d'attributs, donc on retrouve attribut mapping. On va trouver le nom de la table avec origine, attribut origine et le nom de l'attribut destination. Concernant le projet FME, donc je vous ai décrit la procédure de mise à jour. Donc finalement, sur FME, ça va porter comme 2 projets FME. Un premier pour la synchronisation à fois, qui exploite, comme on a vu dans les schémas, uniquement la base de synchronisation. Il va lire les tables sources, les traduire et les écrire à la table de destination, et donc un seul paramètre qui est la sous-base à synchroniser. Un deuxième projet FME est générique aussi, et c'est pour la synchronisation à chaud. Celui-là, il exploite la table FIFO et la base de synchronisation. Comme on a vu, il va lire ligne par ligne les modifications qui ont été enregistrées dans la table FIFO. Il va faire la traduction de ces modifications avec la base de synchronisation et va la rapporter sur les tables de destination. Et uniquement les paramètres sous base comme unique paramètre. Limitation de la solution mise en place. Donc, une donnée, elle peut être mise à jour uniquement à partir d'une seule table. Et cette synchronisation, elle peut être uniquement dans un sens. D'accord? Sinon, ça serait difficile à gérer, ça serait impossible. En fait. Et aussi qu'il ne peut pas y avoir des contraintes d'intégrité référentielle sur des tables mises à jour sur des différentes bases, car on ne pourrait pas gérer les identifiants. Et pour finaliser, à niveau de conclusion, bon, je veux dire que l'outil, il a été testé jusqu'à maintenant, on a réalisé de nombreux tests, même si c'est dans la phase finale de test et dans le cadre d'un POC, mais la solution, elle fonctionne et elle est simple à mettre en place. Et c'est tout pour cette présentation. Merci à tous de votre attention. Merci Jordi pour ta présentation. Nous avons quelques questions assez fréquentes sur ce genre de présentation. Première question, ne serait-il pas possible d'utiliser directement un trigger pour mettre à jour la base cible directement et en temps réel sans passer par une table FIFO? D'accord. Oui, bien sûr, on a exploité plusieurs options et ça en était une en fait. Même on a vu que même on pouvait trouver des options pour faire des appels à des API de requêtes HTTP et donc faire appel directement avec une requête à lancer FME Server depuis les triggers. Sauf que bon, après étude et analyse des différentes options, on a vu que finalement, ça pouvait être bloquant pour le travail sur la table source, en fait. Imaginons que on fait appel à FME Server avec l'API et il n'est pas disponible. Donc, en fait, ça bloquerait les triggers et ça bloquerait aussi la mise à jour
de l'opérateur qui travaille avec la base de données. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré de passer par un table FIFO pour stocker tout et pas bloquer, pas une solution que soit pas bloquante pour l'opérateur qui travaille avec la base de données source. Très bien. Autre question, que se passe-t-il si une connexion VPN ou FME serveur n'est pas disponible pendant un moment? Donc, ce qui se passerait, c'est que, bon, on a fait une planification tous les X minutes, X secondes. Donc, peut-être une de ces exécutions aurait pas lieu. Et ce qui se passerait, c'est finalement, c'est rien. Et ce qui se passe, c'est que l'enregistrement, comme on dit, quand on fait la mise à jour, on lit une ligne de la table FIFO, on fait la mise à jour, et cette ligne de la table FIFO, elle est effacée. Donc, elle n'est pas effacée si la mise à jour, elle se fait pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on aurait un décalage de la synchronisation, le temps que FME, par exemple, n'est pas accessible. Mais finalement, dès qu'il se rallume, FME Server, il commencerait à traiter toute la liste de la table FIFO. Il y aurait simplement un petit décalage de temps que d'arrêt de service, c'est tout. D'accord. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, merci Jordi pour ta présentation. Merci. Et maintenant, la seconde partie de cette intervention du FME World Fair avec Olivier Guette qui va nous présenter GraphBuilder, une extension de FME pour la production des sites nautiques. Oui, bonjour à tous. Voilà, je pense que vous devez voir mon écran. Donc, effectivement, je vous retrouve pour vous parler de la production de synoptique avec FME et l'extension GraphBuilder. Donc, je me suis présenté tout à l'heure, je vais pas revenir dessus. Donc, GraphBuilder, c'est une extension, c'est un produit développé par la société VRMS qui est dédié à la manipulation et la représentation graphique de graphes. Donc, c'est un produit qui a une petite année d'existence, qui a été présenté lors de notre dernière conférence utilisateur. Je vais commencer tout d'abord par expliquer ce que c'est qu'un graphe. Un graphe, c'est simplement une structure de données qui permet de représenter de manière explicite les relations entre les entités qui le composent. Donc, on va plus s'intéresser aux relations entre les entités qu'aux entités elles-mêmes. Pour créer un graphe, c'est assez simple. Il suffit d'avoir des objets quelconques de tour nature. Par exemple, ici, voilà, on a des prénoms et des noms de société. Et pour en faire un graphe, ces objets, on va décider qu'ils s'appellent des nœuds, tout simplement. Et puis, pour compléter la constitution du graphe, on va pouvoir identifier une autre structure de données qu'on appelle des arêtes et qui vont permettre de représenter les relations entre les objets précédents, donc entre les nœuds précédents. Les exemples d'arêtes ici que vous pouvez voir sont entre Don et Safe Software, Dell et Safe Software, Jeff, Amazon, etc. Donc les graphes ont tout un tas de caractéristiques tout à fait intéressantes. Mais ce qui va nous intéresser dans GraphBuilder, c'est la représentation graphique de ces graphes. Autrement dit, GraphBuilder va permettre, avec FME, bien entendu, de passer de la représentation telle que vous pouvez la voir sur la gauche, d'un graphe, à une représentation graphique telle que vous pouvez la voir sur la droite. Alors, c'est pas si simple que ça, pour passer d'un côté à l'autre. Le premier problème, déjà, c'est d'attribuer des coordonnées à chaque nœud du graphe. Ensuite, il faut pouvoir définir la représentation graphique de chaque élément, donc qu'il s'agisse des nœuds ou des arêtes. Pour ça, il faut assurer la classification de ces éléments. Par exemple, vous voyez que tous les prénoms ont été représentés par des cercles bleus et les noms de société par des carrés rouges. Et puis, on a pu rajouter également un petit logo, une petite image à chacune des sociétés. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est un cas réel qui a été produit avec FME GraphBuilder et qui a permis de générer un document PDF. C'est pas le plus intéressant au niveau professionnel, donc je vous propose plutôt de passer à un cas d'utilisation un peu plus réel, un peu plus concret. Pour la production de synoptique et donc dans le domaine des télécoms. Donc on va s'appuyer sur un
un cas donc dans le domaine des télécoms. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est qu'une carte. Bien évidemment, vous connaissez tous ce que c'est qu'une représentation cartographique. Mais ce type de représentation, malgré ses immenses avantages, a quelques petits soucis lorsqu'il s'agit d'identifier, enfin de représenter des éléments de réseau. D'abord, il ne permet pas d'identifier la connexion entre les objets. Les objets sont représentés par rapport à leur proximité, non pas par rapport à la connectivité. Et puis, on peut avoir des problèmes de masque. Typiquement, les câbles qui sont enfouis dans la même tranchée vont être totalement superposés et vont être difficilement séparables visuellement. Donc, pour remédier à ces problèmes-là, la technique classique consiste à produire ce qu'on appelle un synoptique. Voilà, que vous connaissez tous aussi. Synoptique, et donc c'est bien l'objet de cette extension GraphBuilder, de réaliser des représentations de ce type. Donc, je vous propose un cas d'utilisation concret issu d'un réseau télécom. On va partir d'une petite base de données en format SQLite, constituée de deux tables. Une table avec des boîtiers qui sont des éléments de connexion du réseau, et puis des câbles qui relient les boîtiers entre eux. Donc, on va considérer que les boîtiers sont des éléments ponctuels du réseau qu'on va associer à des nœuds, et les câbles, on va les associer à des arêtes, puisque les câbles permettent de représenter, de relier différents boîtiers entre eux. Vous voyez que les câbles disposent de deux attributs origine, extrémité, qui correspondent à des identifiants de boîtiers. Donc, c'est une représentation relationnelle, voilà, que vous avez sous les yeux pour l'instant, mais très facilement, avec GraphBuilder, on va pouvoir en faire une représentation, on va pouvoir en faire un graphe d'un premier temps, et ensuite une représentation graphique. Donc là, je vais me lancer dans une démo en live, voilà, en espérant que le dieu de la démo soit avec nous. On retrouve ici, dans ce projet FME, les deux types d'entités, boîtier et câble, qu'on va assimiler à des nœuds et des arêtes. Et je vais ajouter ici un premier transformer provenant de la suite GraphBuilder, transformer qui s'appelle GraphBuilder, justement. Ce transformer-là, il permet de transformer une structure de données quelconque en graphe. Donc, il suffit de relier les deux ports nœuds et arêtes aux sources de données correspondantes, et puis classiquement définir les paramètres du transformer. Donc, le graphe est-il orienté? Oui. Je vais identifier ici l'attribut identifiant les nœuds, donc c'est IDBPE. L'ID des arêtes, c'est ID câble. Et puis, pour chaque câble, je dois définir l'attribut représentant le boîtier origine et le boîtier extrémité. Voilà, c'est fait. À partir de maintenant, j'ai un graphe en sortie. Alors, ce graphe en sortie, qu'est-ce que je peux en faire? Ce qui va nous intéresser, c'est de lui associer une représentation graphique. Pour ça, je vais utiliser un deuxième transformer de la suite GraphBuilder, transformer qui s'appelle GraphLayouter, qui doit être alimenté donc par un graphe en entrée, et puis il faut lui fournir un certain nombre de paramètres en entrée. Le premier, un des plus importants, il faut définir l'algorithme qui va être utilisé pour calculer la position des nœuds. Donc là, je vais utiliser un algorithme qui s'appelle DOT, qui est particulièrement intéressant pour représenter des graphes dirigés, notamment des arbres. Deuxième paramètre important, c'est le fichier de mise en forme, qu'on appelle le layout file, qui permet de définir la représentation graphique appliquée à cette transformation. Voilà, là j'ai choisi le document. Ensuite, il me reste juste à relier la sortie du GraphLayouter, excusez-moi, vers un writer PDF. Et puis là, je peux lancer le traitement. Et là, je devrais avoir normalement. Voilà le résultat ici. Voilà, 9h34, je ne mens pas. Voilà le premier résultat. Donc, c'est un PDF avec une représentation ici des différents nœuds. et des arêtes qui lui sont associés.
Autre type de représentation graphique avec un autre algorithme, par exemple Neato. Voilà ce que ça va donner. Neato est un peu moins adapté pour ce type de représentation. Neato, c'est plutôt un algorithme qui est utilisé pour représenter des graphes non orientés. Voilà, vous voyez, la représentation graphique est différente. En tout cas, c'est pas la représentation graphique qui est différente, excusez-moi, c'est l'algorithme de positionnement des points des nœuds. La représentation graphique est bien la même puisqu'on a utilisé le même layout file. Autre type d'utilisation, je vais désactiver la connexion vers le premier graphe layouter. C'est un usage étonnant mais fréquent dans le domaine de l'analyse de réseau. C'est de produire, le besoin est de produire un graphe, mais au format Excel. On va utiliser Excel pour représenter ce graphe. Vous allez voir le type de résultat attendu. Donc, pour ça, je dois ici indiquer, comme précédemment, un fichier de configuration, cette fois-ci qui est un peu spécifique. Là, je n'ai pas le choix de l'algorithme. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi, parce que dans Excel, on est quand même très, très contraint. Je vais indiquer ici l'emplacement du résultat. Donc, contrairement au transformer précédent, les entités ne ressortent pas du transformer, les entités sont écrites directement dans le transformer. Et puis, je peux identifier, voilà, c'est bien autre caractéristique de ce traitement, c'est qu'il faut identifier, en tout cas, on a la possibilité d'identifier, de définir le nœud racine qui va être à l'origine de l'arbre. Voilà. Mais là, il ne reste plus qu'à lancer le traitement. Je devrais avoir le résultat ici. Dans quelques secondes. Voilà. 37. Alors, vous avez sous vos yeux un graphe, un arbre, une représentation du réseau, mais avec Excel. C'est un peu particulier. Vous voyez que chaque nœud du réseau, chaque boîtier, a été représenté par un assemblage de cellules et qu'on utilise des capacités de dessin très, très limitées d'Excel pour représenter les arêtes reliant les nœuds entre eux en utilisant les possibilités de dessiner, d'appliquer une travaux plutôt motifs aux bordures des cellules. Donc, c'est un usage qui est assez courant dans le domaine des réseaux, et notamment qui permet de diffuser très largement une représentation du réseau, du graphe, à une large population, n'utilisant pas forcément des outils très, très détaillés de dessin. Alors, remarquez au passage que on a la possibilité éventuellement de rajouter des images, mais des éléments de représentation graphique, et puis de définir des liens. Voilà. Voir par exemple, on peut cliquer sur le lien correspondant. Ça n'a pas trop d'intérêt puisque ça pointe sur notre site web. Mais en tout cas, on a cette possibilité. Je vais maintenant montrer un autre cas d'utilisation permettant d'exploiter FME Server sur le même type de réseau. Donc pour ça, il me faut une application web. Donc je devrais avoir là. Voilà, qui est là. Voilà. Donc c'est une application de web mapping, voilà, tout à fait classique, sur laquelle on va représenter le réseau télécom qu'on a vu tout à l'heure. L'avantage avec FME Server, ben voilà, c'est que je peux passer de cette interface-là pour demander l'affichage de la représentation, le calcul du synoptique. Voilà. Ce qui est fait ici. Voilà.
Voilà, un autre type de représentation. Donc, c'est le même algorithme que tout à l'heure, même jeu de données, mais vous voyez que le layout file était différent, donc ce qui m'a permis d'arriver à une représentation graphique différente. Alors, l'avantage avec FME Server, c'est qu'on va pouvoir intervenir sur le graphe directement. Alors là, ce que je vous propose, c'est de couper voilà, le câble qui est là, qui doit s'appeler le 189. Voilà, le 189, il est là, vous voyez, c'est ce gros câble qui est là. De manière à isoler toute une partie du réseau, et puis on va demander ensuite à générer un nouveau site optique à partir du câble 171 qui est là. Alors d'abord, je vais localiser le câble 189. Voilà, il est là. Je le supprime. Voilà, ça ne change rien à la représentation graphique puisque il y a plusieurs câbles au même endroit. Et je peux revenir à mon câble 171. Voilà, qui est là. Je vais redemander une nouvelle fois la production du synoptique. Voilà. Donc, vous voyez que le résultat final est totalement différent, bien entendu, puisque la structure même du graphe, du réseau a été modifiée. Bon, à noter que ce type de calcul en ligne intéresse plutôt les réseaux d'électricité que les réseaux télécoms, mais la logique, bien entendu, est tout à fait la même. Ensuite, autre cas d'utilisation, généalogie du SARS-CoV-2. Vous connaissez tous cette sale bête qui nous embête depuis un petit moment. Vous avez sans doute vu tout un tas de cartes sur la répartition du virus. Par contre, on a beaucoup moins d'informations sur la généalogie. Or, il existe un site allemand, G7.org, qui recense les souches virales et qui les met à disposition, alors, du grand public pendant un moment, et puis maintenant, c'est beaucoup plus confidentiel. Donc, la démo que je vais vous faire date un petit peu, elle n'a pas permis d'intégrer les nouveaux variants brésiliens, sud-africains, etc. Peu importe. Ces données sont livrées dans un format très spécifique qui s'appelle Newick. Et donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a chargé avec tout à fait le même type de traitement que je vous ai montré il y a quelques secondes, ces données de généalogie dans une base de données Postgre. Le résultat est visible directement ici dans un environnement web. Voilà. Donc, on utilise dans ce cas-là les capacités de cartographie, de traitement de gros volumes de données à la représentation de données de graphes. Donc, vous allez ici, voilà, le cercle blanc, c'est la souche virale d'origine. Et puis, vous avez chacun des variants qui est décrit ici. Donc, ce type de représentation graphique est bien entendu beaucoup plus facile à exploiter que le format d'origine qui était assez, voilà, qui était très complexe à lire. Autre cas d'utilisation plus orienté représentation graphique cette fois. On peut utiliser FME et GraphBuilder pour représenter graphiquement le contenu d'un URL d'app, puisqu'un URL d'app, ce n'est rien d'autre qu'un graphe. Voilà. Qu'un arbre, donc un graphe. Voilà. Ce qui permet de construire des représentations de ce type, avec les différents éléments, les groupes, les machines, etc. Différentes personnes qui se trouvent à l'intérieur. On peut faire exactement la même chose pour représenter la classification biologique. Voilà, avec une représentation sous forme d'arbre, possibilité d'intégrer des photos. Voilà quelques-unes des possibilités offertes par l'extension GraphBuilder. Maintenant, alors que fait l'extension GraphBuilder?
On a vu qu'elle permettait de produire des graphes à partir de jeux de données quelconques par l'intermédiaire d'un transformer donc qui s'appelle Graph Builder. L'extension fournit également des readers, un reader qui s'appelle GraphML, donc pour un format GraphML qui est largement utilisé dans le monde des graphes. Un autre reader pour le format Neowik dont on vient de parler il y a quelques instants. Pour la représentation graphique, on dispose de deux transformers, Graph Layouter et Graph Layouter for Excel. Pour l'analyse, Graph Property Extractor permet ou va permettre, il n'est pas disponible encore officiellement, va permettre de fournir des informations sur la nature du graphe, à savoir si c'est un graphe, si c'est un nœud, si c'est un arbre ou pas, définir le nombre de composantes connexes, définir la profondeur du graphe. Voilà, tout un ensemble d'informations assez utiles pour l'exploitation. Et puis au niveau de l'écriture, on propose également, alors c'est pas un writer au sens FME, mais c'est un transformer qui permet d'écrire des jeux de données au format GraphML. Un mot sur le layout file. Donc c'est ce fichier-là qui permet d'assurer la classification et la définition de la symbologie de chacun des objets gérés dans le graphe. Donc les nœuds les arrêtent. Il permet de définir différents types de symbologie. Alors, bien entendu, ça va dépendre de la nature du format en sortie. On va pas pouvoir demander d'écrire des images dans le shapefile. Mais en toute théorie, le layout file permet d'associer à chaque nœud ou arête différentes représentations graphiques, alors qu'ils peuvent être des rectangles, des cercles, des images, des symboles ou du texte. Au niveau du texte, au niveau du symbole, on a la capacité, on fournit un utilitaire qui permet d'exploiter, d'intégrer dans Graph Builder des fonts SVG, parce qu'il donne accès à un très grand nombre de librairies graphiques et à des milliers de symboles. Voilà. Donc le produit disponible donc depuis une petite année, c'est un produit commercial qui bénéficie d'un support technique et d'un service de maintenance. Il est disponible en téléchargement et en évaluation sur notre plateforme VStore ou sur simple demande. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que c'est un monde nouveau qui est désormais disponible, en tout cas qu'on peut exploiter, manipuler avec cette extension Graph Builder. Ce monde de graphes est très très riche. On peut pour l'instant faire des choses assez limitées. Graph Builder est limité pour l'instant à la représentation essentiellement de synoptiques. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup d'autres cas d'utilisation, donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes les idées que vous pourriez avoir concernant ce produit. On était très preneurs de cas d'utilisation, on pourra les étudier avec plaisir. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine conférence FME 2021. Et puis voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci Olivier. Alors, pas de questions sur le chat, mais parmi les questions qui nous sont fréquemment posées, une question notamment sur les formats de sortie. Quel format peut-on utiliser en sortie en dehors du PDF? Alors là, c'est vrai que j'ai beaucoup montré de sorties en PDF parce que c'est le format clairement le plus performant si on veut faire de la présentation graphique un peu sympathique. Je cite l'exemple du shapefile, voilà, qui est un petit peu l'opposé. Après, on peut utiliser, en théorie, n'importe quel format, au moins pour récupérer les coordonnées des géométries proposées par les transformers. Le format AutoCAD semble assez intéressant puisqu'on peut exploiter des blocs, on peut associer un bloc différent à chaque classe de nœuds. Donc, on peut envisager de faire des représentations graphiques tout à fait intéressantes avec ce format-là. Alors, j'ai dit AutoCAD, ça pourrait être MicroStation, en tout cas les formats CAO de manière générale. Ok, très bien. Autre question. Est-ce qu'un accès à des bases de données orientées graphes comme Neo4j est-il prévu?
pas à court terme. Alors, le produit a été développé pour répondre aux besoins de nos clients et utilisateurs, qui sont des gestionnaires de réseaux physiques. Et donc, les graphes manipulés sont relativement limités en termes de taille. On est plutôt de l'ordre de quelques centaines ou de milliers de nœuds. Donc, on est assez loin des graphes de plusieurs millions de nœuds qu'on peut trouver dans certains réseaux sociaux, par exemple. Donc, pour l'instant, on n'a pas avancé là-dessus. En revanche, la problématique, c'est plutôt d'arriver à exploiter des informations structurées dans des bases de données relationnelles. Et on utilise notamment le mécanisme du SQL récursif pour arriver à naviguer dans le graphe. C'est ce que vous avez pu voir, par exemple, dans la démo que j'ai montrée sur FME Server, puisque le calcul du graphe est réalisé de manière dynamique, ce qui fait que si on coupe un élément du graphe à un moment donné, on a la capacité de reconstituer ce graphe de manière dynamique. Très bien, merci Olivier. Il n'y a pas d'autres questions, donc je te remercie pour ta présentation. Merci à toi. Et donc avant le mot de la fin, un petit aparté sur où retrouver VRMS prochainement. Alors pour le FME Warfare, vous pourrez nous retrouver jusqu'au vendredi 14 mai sur notre pavillon VRMS de 9h à 17h. Et en mai et juin, vous pourrez nous retrouver pour l'édition 2021 de la conférence FME, donc un événement entièrement web, entièrement gratuit, qui aura lieu sur 3 matinées, sur 3 thèmes différents. Donc le 20 mai pour les télécoms et réseaux, le 8 juin pour les collectivités locales et le 22 juin pour la sécurité civile. Voici pour moi. Olivier, je te laisse le mot de la fin. Super, merci beaucoup. Merci Alexandre, merci Jordi. Je souhaite à tous et à tous une excellente journée. Voilà, nous sommes à votre disposition sur notre stand ou sur notre site. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée.